qu'on va essayer de discuter ce soir, c'est comment finalement en très peu de temps, moins de 10 ans, on est passé du rêve, avoir des cellules très efficaces pour détruire des cancers, à une réalité, puisqu'aujourd'hui ces cellules elles sont disponibles dans un certain nombre d'indications, comme des médicaments qu'on peut prescrire sur une ordonnance et traiter les patients avec. Mais pour pouvoir comprendre ça, il va falloir revenir un petit peu en arrière, parce que bien sûr, comme souvent en biologie, on est très loin de la pomme tombe, la gravité existe. C'est un parcours extrêmement long de recherche qui ont permis progressivement de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une tumeur, qu'est-ce que c'est que les cellules immunitaires de la tumeur, pourquoi elles marchent pas, et finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir les rendre de nouveau efficaces pour éradiquer les cancers. Et c'est ce parcours que je vais essayer de parcourir avec vous ce soir, et j'espère qu'on aura des discussions riches à la fin. Et comme je dis très souvent aux étudiants que j'ai la chance de rencontrer, la seule question bête, c'est la question qu'on n'a pas posée. Donc j'espère que vous aurez plein de questions derrière pour qu'on puisse échanger ensemble. Alors tout d'abord, pendant effectivement une période extrêmement longue, on a considéré que le cancer, c'était avant tout une affaire de génétique, donc de généticiens, avec finalement des cellules normales dans un tissu qui sont en équilibre les unes avec les autres. Certaines meurent, d'autres survivent, on a une balance qui se forme et tout se passe bien, le tissu est fonctionnel et il n'y a aucune difficulté. Et puis l'idée, c'était que finalement, dans une de ces cellules, on va avoir une accumulation d'aberrations génétiques qui peuvent être soit des petites mutations, soit carrément des cassures des chromosomes. Vous voyez ici, on le voit très bien, c'est ce qu'on appelle du chromosome painting. Vous voyez qu'ici, par exemple, ce chromosome 7, il a un petit bout tout rose, parce que ce petit bout, il vient du chromosome 12. Là, hop, il y a un petit bout tout jaune, parce que ça vient du chromosome 1. Alors là, c'est vraiment des cellules qui ont cassé tout leur ADN. Et donc, finalement, ces accumulations d'altérations génétiques, elles vont conduire à une cellule transformée, dans laquelle on a une complète dérégulation de cette balance, et cette cellule, elle va se mettre à survivre, à proliférer, à se multiplier. En plus, depuis maintenant une dizaine d'années, je dirais, on a vraiment des outils extrêmement sophistiqués pour être capable de lire totalement le contenu de la cellule en termes d'ADN. On peut lire tout le matériel génétique. Et donc, grâce à ces techniques qu'on appelle de NGS, Next Generation Sequencing, qui sont en fait du séquençage à très haut débit, eh bien, on a identifié des milliers d'altérations génétiques. Et ça a permis d'imaginer qu'on allait pouvoir les cibler avec des petites molécules. C'est le principe des thérapies ciblées. Donc ça, c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de travaux dans ces domaines, mais clairement, c'est pas du tout suffisant. Parce qu'en fait, le cancer, c'est pas du tout uniquement une histoire de génétique. Le cancer, c'est une histoire de niche. Et j'ai mis un S parce que des niches, il y en a plusieurs. Ces cellules cancéreuses qui sont ici, si je les prends et je les mets dans une boîte de culture, elles vont mourir. Les cellules cancéreuses, elles ne peuvent pas survivre seules. Pour survivre, elles ont besoin d'être dans une niche. La niche, qu'on appelle donc la niche protumorale, la niche du cancer, c'est un ensemble extrêmement dense, un réseau de cellules qui vont donner à ces cellules cancéreuses des marqueurs qui vont lui permettre de proliférer, de survivre. Et on trouve en particulier des cellules qu'on appelle les fibroblastes, qui forment ces espèces de berceaux dans lesquels les cellules cancéreuses survivent et se multiplient. Ça, c'est donc la niche protumorale. Dans une tumeur, on a également des cellules immunitaires. On a tout un tas de cellules immunitaires qui forment collectivement ce qu'on appelle l'immunité antitumorale. Ces cellules immunitaires, elles vont être capables, on le redira, de contrôler ou de tuer les cellules cancéreuses. Et puis, évidemment, cette immunité, elle n'est pas efficace, sinon on n'aurait pas de tumeur. Ça veut dire qu'on a également des cellules suppressives de l'immunité, qu'on appelle immunosuppressives, et ces cellules, avec les cellules cancéreuses, elles vont être capables de bloquer finalement ce système immunitaire. Et donc, la tumeur, ce n'est pas du tout un gros tas de cellules cancéreuses, c'est des cellules cancéreuses organisées dans un petit berceau de cellules fibroblastiques qui va permettre de survivre, avec des cellules tueuses, des cellules immunitaires qui vont les détruire, mais qui sont bloquées par des cellules suppressives. Et la tumeur, c'est tout ça. Et c'est parce que la tumeur, c'est tout ça, qu'on peut envisager de faire de l'immunothérapie. Donc finalement, il y a des outils maintenant aussi qui permettent de voir dans les tissus tout ce que je vous dis là, donc c'est la réalité. Ça, c'est des images, vous voyez qu'on est capable, ça c'est une tumeur, on est capable aujourd'hui d'utiliser jusqu'à 35 marqueurs différents en même temps sur une lame et de voir tout ce qu'il y a dans la tumeur. Ça, c'est un exemple dans un cancer
moi, m'intéresse parce que c'est celui sur lequel je travaille à Rennes, ce sont les lymphomes. Dans ces lymphomes, vous voyez les cellules cancéreuses, c'est celles qui sont ici en rose, ici elles sont en vert, ici elles sont en rouge, et vous voyez, elles sont dans des endroits donnés, elles ne sont pas partout. Et puis ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres cellules. Il y a des cellules ici jaunes, ça c'est des macrophages. Il y a des cellules ici vertes, ça c'est des lymphocytes T CD8. Et il y a des cellules fibroblastiques, qu'on voit ici par exemple, ces cellules bleues, qui forment une sorte de barrière tout autour de la tumeur. Donc finalement, dans cette tumeur, on a bien un écosystème avec des réseaux cellulaires très organisés et hautement connectés, et c'est pas n'importe quoi. On le revoit également ici sur les mêmes types de patients, ils ont également des cellules tumorales dans leur moelle osseuse, et vous voyez, on ne les trouve pas partout. Ça c'est l'os, votre os, là au milieu c'est les travées osseuses, tout ça c'est de l'os. Et ce que vous voyez, c'est que les cellules cancéreuses qui sont ici en bleu, elles forment des petits tas, il n'y en a pas partout. Et les tas où elles sont, il y a en même temps des cellules fibroblastiques, des cellules fibroblastes qui apparaissent ici en rouge et en vert. Et les cellules tumorales, elles sont là parce qu'elles ont ce petit berceau de cellules fibroblastiques qui leur permet de survivre. Donc à ce stade, ce que je veux que vous ayez retenu, c'est qu'une tumeur, ce n'est pas du tout un gros tas de cellules cancéreuses désorganisées, c'est extrêmement organisé avec des cellules cancéreuses, une niche de soutien qui leur permet de survivre, et puis des cellules immunitaires qui sont organisées dans différentes zones et qui sont extrêmement diverses. Ça, on en a besoin pour la suite. Alors ces cellules immunitaires, comment finalement ça marche? Comment on déclenche de l'immunité antitumorale? Alors le système, il est en fait hyper simple. Au départ, on a une cellule tumorale, ça on l'a vu. Cette cellule, elle va libérer en permanence des petits bouts, des petits débris, quand elle meurt, soit naturellement, soit parce qu'on a fait de la chimiothérapie par exemple. Et ces petits débris, ils vont être boulottés, mangés par une cellule qu'on appelle la cellule dendritique. Donc la première étape, c'est la production et la capture de ces petits bouts de cellules cancéreuses qu'on appelle les antigènes tumoraux. La cellule dendritique, elle est géniale parce qu'elle fait ça dans la tumeur et après, elle prend ses petits pieds et elle va dans le ganglion d'à côté, le ganglion qu'on appelle le ganglion drainant, dans lequel elles vont aller activer les cellules tueuses, les lymphocytes T. Ces lymphocytes T, maintenant, ils sont activés et ils vont retourner dans la tumeur, hop, et là, ils vont devoir rentrer dans la tumeur. Ils ont toute cette barrière de fibroblastes, ils vont devoir s'infiltrer au travers de cette barrière et ils vont aller reconnaître et détruire la cellule tumorale. Cette destruction, ça libère de nouveaux antigènes tumoraux et tout ça, ça marche. Enfin, forcément, ça ne marche pas si bien, sinon on n'aurait pas de cancer. Cette immunité, on sait que c'est extrêmement important depuis très longtemps, mais en fait, on en a une preuve formelle depuis relativement peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on a des outils qui permettent aujourd'hui de la caractériser. Ces outils, certains sont finalement très simples et montrent, ça c'est des travaux de groupes français, hein, j'ai sélectionné des choses qui sont faites dans l'environnement français, par l'équipe de Jérôme Gallon et Franck Pagès. Eux, ils ont montré que juste en comptant dans les tumeurs, ces petits points marrons, ce sont les cellules tueuses. Les TCD8, c'est tous ces petits points marrons. Et ils vont les compter dans la tumeur, et ils vont regarder s'ils sont dans le corps de la tumeur ou s'ils restent bloqués en périphérie de la tumeur à la marge. Et quand ils font ça, ça donne un score qu'on appelle l'immunoscore. Ils ont appliqué ça à des milliers de patients dans plein de pays différents, donc c'est quelque chose d'extrêmement robuste. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que cet immunoscore, quand on regarde dans le cancer du côlon, ça c'est tous les facteurs pronostiques qu'on connaissait avant, qui sont que des facteurs cliniques. La taille de la tumeur, est-ce qu'elle est plus ou moins infiltrante? Et bien, tout ça, c'est complètement écrasé par l'immunoscore, qui est un extrêmement puissant facteur pronostic. Ça veut dire que le fait d'avoir ou pas dans sa tumeur des cellules tueuses, c'est un excellent facteur pronostic. Et du coup, ça veut dire que l'immunité, elle est là, et qu'en réalité, elle est au moins partiellement efficace, puisque sinon, il n'y aurait aucun effet du fait d'avoir des cellules tueuses dans la tumeur. Donc l'immunité antitumorale, ça existe, et c'est potentiellement efficace. Si maintenant on revient sur notre petit schéma de juste avant, finalement, ça correspond à quoi ces étapes-là, ces 4 étapes que je vous ai citées? La première, on l'a dit, c'est la production et la capture d'antigènes tumoraux. Alors, c'est quoi les antigènes tumoraux exactement? Si on reprend notre cellule normale,
La cellule normale, c'est ce qu'on appelle le soi. En immunologie, l'immunologie, c'est très simple, hein, c'est très basique. On a le soi, ça on garde, on touche pas. Et le non-soi, ça faut tuer. Alors le non-soi, ça peut être des virus, des bactéries, mais nos cellules cancéreuses, là, on a dit quoi pour démarrer? Qu'elles avaient plein d'altérations génétiques. Toutes ces altérations génétiques, ces mutations, ces cassures, ça fait qu'elles sont différentes. Ah ah, différent, c'est du non-soi. Et en fait, effectivement, les cellules normales, à leur surface, elles présentent en permanence tout ce qu'il y a dans la cellule, c'est-à-dire toutes les petites protéines normales. Les cellules cancéreuses, du coup, elles présentent en permanence à leur surface toutes les protéines normales, plus toutes les protéines anormales qu'elles produisent parce qu'elles ont eu des mutations ou des cassures. Dans votre corps, vos cellules tueuses, elles sont sélectionnées pour ne pas détruire les cellules normales. Vous savez, quand ça ne marche pas, c'est l'auto-immunité. Vous avez tous entendu parler de ce type de maladie. Les gens qui ont de la polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, c'est des gens dont les cellules immunitaires détruisent le soi. Mais normalement, j'espère pour la majorité d'entre vous dans cette salle, on n'a pas de cellules tueuses contre le soi dans son corps. Mais quand on est une cellule tumorale, c'est plus du soi. Et donc là, on peut être reconnu par les cellules tueuses, puisqu'on a dans toute la diversité des cellules T qui sont produites dans notre corps, des cellules qui vont pouvoir reconnaître ces petites protéines anormales. Et donc, c'est ça les antigènes tumoraux. C'est ce qui est différent entre une cellule normale, qu'on ne va pas reconnaître et pas détruire, et une cellule tumorale qu'on va reconnaître et détruire. Hop là. Et on a aussi un autre type d'antigènes tumoraux qui sont des molécules de surface qui, elles, peuvent être reconnues par les anticorps. Et ces anticorps, ils vont servir à activer des cellules, des cellules comme les macrophages ou les cellules NK qui reconnaissent les anticorps et qui détruisent la cellule tumorale. Alors ce que ça veut dire, ça, c'est que finalement la vieille bagarre du moi je suis généticien, toi tu es immunologiste, ou bien moi je suis immunologiste, toi tu es généticien, en fait elle n'a aucun sens. Puisque finalement, ça c'est la preuve formelle qu'il y a un lien entre les deux. Plus une tumeur est anormale, plus elle a d'altérations génétiques, plus elle va être vue par le système immunitaire. Donc finalement, ces deux écoles qui se sont opposées pendant tellement longtemps, en fait on sait maintenant qu'elles n'ont aucune raison de s'opposer. Il faut comprendre les altérations génétiques de la cellule pour comprendre comment elle va être reconnue par le système immunitaire. Alors ce qui est un tout petit peu plus complexe, je le dis juste en passant, c'est que dans une tumeur, toutes les cellules tumorales, elles ne décident pas en même temps de muter la même chose. Il n'y a pas un grand dessin, tiens, si on mutait ça aujourd'hui, ouais, allez, on mute ça. Non. Donc ces cellules tumorales, elles évoluent un peu comme elles veulent. Et donc au sein d'une tumeur, toutes les cellules n'ont pas les mêmes mutations. Donc ça, c'est une complexité, bien sûr, pour l'immunothérapie. Alors du coup, on a donc ces antigènes tumoraux, et je vous l'ai dit, les cellules cancéreuses, comme les autres d'ailleurs, en temps, il y en a qui meurent, soit spontanément, soit parce que vous avez fait de la chimiothérapie, une grosse chimiothérapie bien lourde, ou bien à cause du système immunitaire lui-même. Et donc ça va libérer ces petits débris de cellules qui vont être pris en charge par les cellules dendritiques qui les reconnaissent. Et donc ces cellules dendritiques, hop, 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 elles vont aller dans les ganglions, ce qui figure ici, où elles vont rencontrer les lymphocytes T. Les lymphocytes T, c'est donc les cellules qui circulent dans votre corps et qui sont là pour reconnaître les différents non-soi, les virus, les bactéries, les cellules cancéreuses. Donc vous en avez des millions, même des centaines de millions, qui reconnaissent tous des choses différentes. Quand ma cellule dendritique qui a capté les antigènes tumoraux arrive, elle va discuter un peu avec chacun. « Oh non, toi tu me reconnais pas, ben non, toi non plus. Ah, toi je te reconnais. Tu es spécifique de mon antigène tumoral. » Et à ce moment-là, elle va l'activer et il va se multiplier et vous allez produire plein de cellules tueuses contre la tumeur. Et en fait, vous allez voir qu'une cellule dendritique qui rencontre un lymphocyte T qui la reconnaît, c'est quand même fort. Ça fait quelque chose de comme ça. Oh, viens là, blablabla. On peut le remettre un petit coup, s'il vous plaît? Parce que j'aime bien. Oh, voilà. Donc ça dure comme ça quelques heures. Et ensuite, le lymphocyte T dit, bon, allez, maintenant, ça suffit. Et il se multiplie. Et on a plein de cellules T spécifiques de la tumeur. D'accord? Donc là, on est content. La cellule tumorale, elle a produit des petits antigènes tumoraux parce qu'elle a des altérations génétiques. Elle les a libérés. Une cellule dendritique les a captés, a foncé vers le ganglion où elle a rencontré un lymphocyte T qu'elle a activé.
Ce lymphocyte, donc ça veut dire pour le coup, pour que ça marche, qu'il faut quand même qu'il y ait des lymphocytes T, notamment des lymphocytes T fonctionnels et spécifiques. Et ça, je pense qu'on l'a tous entendu quand on a parlé notamment du Covid. L'un des problèmes qu'on a sur le cancer, notamment chez les sujets âgés, c'est que plus on vieillit, moins on a de lymphocytes T très efficaces. Et ça, par exemple, c'est une des limites. Mais c'est pareil, il y a la cachexie, il y a beaucoup d'éléments de notre corps dans son ensemble qui font qu'on a éventuellement moins de lymphocytes T très efficaces. Plus si on a eu 14 chimios avant, on en a encore moins. Troisième étape, il faut aller dans la tumeur. Alors ça paraît rien, une fois qu'il a fait tout ça, il a qu'à y aller dans la tumeur. Mais en fait, c'est pas si simple. Et voyez ici, sur cette image, vous avez les cellules tumorales qui sont bleues. Ça, c'est nos fibroblastes autour qui sont rouges. Et quand on regarde où sont les cellules T, factuellement, elles sont pas là. Elles sont ici. Elles sont bloquées par ces fibroblastes qui les empêchent de rentrer en produisant comme des barrières, qu'on appelle la matrice extracellulaire, et ça empêche les lymphocytes T de rentrer. Donc ça, c'est encore une étape supplémentaire, il faut réussir à rentrer au contact de la tumeur. Et puis quand on y est arrivé, il faut pouvoir la reconnaître et la détruire, et donc ils doivent pouvoir reconnaître la cible et être activés. Et si tout ça marche, c'est très bien. Donc finalement, on a tout. Pour faire une bonne réponse immunitaire antitumorale, il nous suffit d'avoir des antigènes tumoraux, grâce aux mutations génétiques. Si possible, il faut qu'il y en ait pas mal, qu'ils soient bien exprimés par un maximum de cellules cancéreuses. Et il nous faut des cellules dendritiques qui arrivent au sein de la tumeur. Et il nous faut des lymphocytes T fonctionnels et spécifiques. Et il ne nous faut pas de barrière physique à l'entrée dans la tumeur. Et il faut que les T soient capables de reconnaître ces tumeurs. Et il faut qu'ils puissent être activés. Comme il y a des « et » partout, ça veut dire qu'il suffit qu'on ait un truc qui ne marche pas et la réponse immunitaire antitumorale va être inefficace. Et malheureusement, il y a souvent, même tout le temps, sinon on n'aurait pas de tumeur, un ou plusieurs trucs qui ne marchent pas. Ce n'est pas mutuellement exclusif. Donc on peut avoir pas d'antigènes tumoraux, c'est une tumeur qui mute peu. Les tumeurs qui mutent beaucoup, par exemple, que vous connaissez tous, c'est le mélanome. Le mélanome, comme vous le savez, c'est beaucoup créé par l'exposition au soleil. Vous avez des UV, ça casse tout. Alors là, il y a plein d'antigènes. Par contre, il y a des tumeurs, comme les leucémies, par exemple, où il n'y a pas beaucoup d'antigènes tumoraux. Il y a aussi le fait qu'ils peuvent, on va le revoir, ne pas bien être présentés par la cellule. Soit il y a ça, soit il n'y a pas de cellules dendritiques, elles n'ont pas pu arriver dans la tumeur. Ou bien les lymphocytes T, on n'en a plus, parce qu'on a déjà eu 12 chimiothérapies, on n'a plus de lymphocytes T spécifiques. Ou bien les fibroblastes, ils forment une barrière super étanche, on ne peut pas passer. Ou bien les lymphocytes T ne vont pas pouvoir reconnaître la tumeur, ou bien ils pourront la reconnaître, mais en fait ils vont être bloqués par des freins qui sont dans la tumeur et qui les empêchent d'être activés. Si on a ne serait-ce qu'un seul de ces problèmes, la réponse immunitaire, ça ne va pas marcher. C'est ce qu'on appelle l'échappement. Donc à ce stade, normalement, j'espère que je vous ai emmené dans une direction où vous avez compris que dans une tumeur, on a plein de cellules cancéreuses qui mutent. Mais on a aussi plein de cellules immunitaires. Ces cellules immunitaires, elles sont capables de reconnaître spécifiquement les cellules cancéreuses parce que du fait de ces mutations, elles ont à leur surface des petites protéines différentes des cellules normales et qu'on a dans notre sang des T capables de les reconnaître. Vous avez compris aussi que ce cercle vertueux, qui est finalement relativement simple, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire que ça ne marche pas et qui conduisent à ces mécanismes d'échappement au sein des tumeurs. Donc ça, c'est un peu le schéma classique qu'on fait quand on représente les tumeurs. Au tout début, on a une phase d'élimination, puis une phase d'équilibre, puis une phase d'échappement, et là, on a un cancer. Et finalement, au départ, tout se passe bien, la tumeur est reconnue, elle est détruite, donc au début, il y a une cellule, puis il y en a une qui échappe parce qu'elle mute un peu plus, c'est celle qui va se développer, etc. Et on a des mécanismes d'échappement, il y en a trois grands types qu'on va revoir. Le premier mécanisme d'échappement, on va le rediscuter, c'est l'immunoédition. La tumeur, elle fait en sorte d'être toute cachée. Elle se cache. Comme elle se cache, dans la tumeur, il n'y a rien, c'est un désert. Il n'y a aucun de cellules T, la tumeur, elle n'est pas vue, les T, ils passent, oh, ils sont bons, il ne se passe rien. Le deuxième mécanisme, c'est l'immunosuppression. Alors là, il y a plein de cellules T, mais ils sont bloqués. Il y a un frein, ils ne peuvent pas marcher.
Et le troisième mécanisme, c'est l'immuno-exclusion, où vous voyez que les lymphocytes T, ils sont bloqués en périphérie par nos fameux fibroblastes qui font la barrière. Donc finalement, des mécanismes d'échappement, malheureusement, il y en a pas mal. Et en plus, c'est variable dans le temps et dans l'espace. Malheureusement, vous pouvez avoir un patient qui a 3 métastases, et dans ces différentes métastases, il y a des mécanismes d'échappement différents. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, on sélectionne finalement des tumeurs qui échappent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est statique, qui est fixe. Malheureusement, c'est quelque chose qui est évolutif. Et quand on a un patient, l'important, ce n'est pas de savoir comment il était au diagnostic, c'est de savoir quelle est sa tumeur au moment où on veut le traiter pour être sûr de pouvoir choisir une thérapeutique adaptée. Alors, l'immunoédition, c'est tout simple. On reprend notre petit schéma. La cellule cancéreuse, elle est reconnue par le lymphocyte T tueur. Mais si elle n'a plus les molécules de présentation des antigènes ou qu'elle n'a plus l'antigène, bah lui, il passe, pof, il voit rien. Ça, on comprend bien. Et ça, c'est très, très, très fréquent dans les tumeurs, malheureusement. C'est un processus qu'on dit darwinien, c'est sous la pression de sélection du système immunitaire. Hein, c'est parce que celle-là, elle est détruite, donc après, on ne la voit plus. Du coup, celle qu'on va voir émerger, c'est celle-là, parce que celle-là, elle est résistante. Et puis, dans ces cas-là, il n'y a pas d'activation, il n'y a pas d'amplification T, c'est le désert, il n'y a rien. Ces tumeurs-là, on ne les aime pas du tout en immunothérapie. Hein, parce que forcément, s'il n'y a aucun T, j'ai beau lever les freins, on lève les freins, mais il n'y a pas de voiture. Donc en fait, lever les freins, ça ne nous sert pas à grand-chose. Donc celles-là, on ne les aime pas du tout en immunothérapie. Mais on a des stratégies, et notamment celle-là, on peut faire du carticelle. On y reviendra. L'immunosuppression, donc là, mon T, il est là, il est content, il a reconnu sa cellule tumorale, il s'active. Mais du coup, dans une tumeur, c'est pas comme quand on est infecté par un virus ou une bactérie. Quand on a une infection, généralement, on est infecté, il y a une réponse immunitaire, on tue la bactérie et ça s'arrête. Dans une tumeur, on a une stimulation qui est chronique. La tumeur, c'est quelque chose de chronique. C'est une maladie qui dure sur des années, souvent même avant qu'on la détecte. Et les lymphocytes T, ils sont un peu comme nous. Si je vous stimule tout le temps, vous allez être crevé. Et en fait, les lymphocytes T, ils se mettent à être épuisés. Ce qu'on appelle, parce qu'on aime bien les termes un peu pseudo-anglais, vous verrez que ça peut servir à la fin, on les appelle exhausted, épuisés, c'est l'exhaustion T, c'est l'épuisement. Ils n'en peuvent plus, ils sont complètement mous du genou. Et quand un T devient épuisé, on le remarque parce qu'il exprime à sa surface des marqueurs qui sont des molécules freins qui font qu'il est plus actif, il est épuisé. En plus, dans la tumeur, se développent d'autres types de cellules, nos fameuses cellules suppressives, qui vont avoir à leur surface des molécules capables de reconnaître ces molécules freins. Donc ils vont appuyer sur le frein, soit les cellules suppressives, soit la tumeur elle-même. Donc ils vont aller bloquer mon lymphocyte T. Ils produisent aussi des facteurs solubles, des enzymes, plein d'autres molécules suppressives, et donc au final, mon T il était là, mais enfin il est tellement fatigué, il ne se multiplie plus, il ne s'active plus. Donc ça, c'est vraiment des tumeurs, on les voit là, les lymphocytes T, ils sont bien là. Hein, bah alors, totalement inefficaces, ils ne servent absolument à rien. Par contre, celles-là, on les aime bien en immunothérapie. Parce qu'il y a un frein, et là, on a des outils pour lever le frein et permettre de réactiver ces cellules. Et puis la dernière, c'est l'immuno-exclusion. Je vous remets des images que je vous ai déjà montrées, puisqu'on en a déjà parlé, c'est plus facile. Typiquement là, les TCD8, hein, c'est ce marqueur vert, ben, bizarrement, ils ne sont pas là, hein. Ils sont plutôt ici, parce que tout autour, là, j'ai ces fibroblastes qui les empêchent de rentrer dans la tumeur. Ça, c'est donc le lymphome, mais ça, c'est le cancer du poumon, par exemple. C'est des travaux d'une autre équipe française, ça, l'équipe d'Hélène Salmon. Donc là, vous voyez des cellules tumorales, elles sont blanches. Les lymphocytes T8, ils sont violets. Et ce que vous voyez, c'est qu'entre les deux, il y a ce gros pâté vert qui forme une barrière. Les cellules T ne peuvent pas rentrer dans les tumeurs. Donc là, c'est l'exclusion, on leur dit reste dehors. Et ça fait ça. Donc si on reprend, là j'ai rien rajouté, hein, on a donc une tumeur, des cellules immunitaires, mais il y a un échappement. Cet échappement, il se fait sous la pression du système immunitaire qui fait que les cellules sensibles meurent et donc celles qui sont résistantes, elles vont survivre et se multiplier. Et on n'a malheureusement pas chez un patient un seul de ces mécanismes, c'est souvent une combinatoire avec une dynamique dans le temps.
soit il n'y a pas de cellules T parce que la tumeur, elle se cache, soit il y a des cellules T, mais enfin, tout le micro-environnement, toute la niche et les cellules tumorales elles-mêmes, elles freinent sur ces lymphocytes T, soit les T, ils essayent d'arriver, mais la porte est fermée, donc ils ne peuvent pas passer cette barrière. Du coup, maintenant, vous avez tout compris à l'immunité des tumeurs, et donc vous êtes parfaitement capable d'imaginer des nouvelles stratégies. Ce qu'il faut quand même réaliser, c'est que quand je vous raconte ça, bien sûr, c'est pas un truc, un jour on a dit c'est comme ça. C'est des années et des années de travaux, et ce qui est extrêmement intéressant de garder en tête quand on fait un peu d'histoire des sciences, je ne suis pas du tout spécialiste, mais moi ça me fait toujours rigoler, quand j'étais en thèse, donc il y a quelques années, je faisais de l'immunologie des tumeurs. Et à l'époque, moi j'étais super excitée, c'était on allait guérir le cancer, etc. On partait, on faisait des collaborations avec l'Europe entière. Je travaillais notamment avec Laurence Ilvogel, qui dans l'exposition est magnifique. Et puis après, la mode est passée, parce que tout ce qu'on avait essayé de faire comme stratégie, ça ne marchait pas, parce qu'on ne connaissait pas les mécanismes d'échappement. Donc on arrivait bien à activer des lymphocytes T, et puis après, il ne se passait rien, quoi. Donc là, les cliniciens ont dit, bon, ton truc, c'est sympa, c'est assez intéressant, mais ouais, quoi. Par contre, il y a les thérapies ciblées, ça a l'air beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, donc là, tout s'est arrêté, mais heureusement, il y a des gens qui ont continué de travailler. Et maintenant, comme on connaît tout ce que je viens de vous dire, on est à nouveau capable de proposer des stratégies qui, cette fois-ci, sont efficaces. Alors, finalement, on a notre tumeur, là. L'immunothérapie des tumeurs, le truc le plus simple, c'est quand on a un anticorps qui est capable de reconnaître directement la tumeur et de la tuer. Ça, c'est génial. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça, c'est les anticorps antitumeurs. Un des anticorps antitumeurs les plus connus, c'est un anticorps qui cible une molécule qui est présente sur tous les lymphocytes B, qu'on appelle la molécule CD20, donc qui est présente aussi sur tous les lymphomes. Et cet anticorps, il se fixe, et on l'a vu, quand un anticorps se fixe sur une cible, il active les macrophages et les cellules NK, pouf, on tue la tumeur. Ça, c'est bien, mais c'est vraiment un mécanisme d'action directe. Ce n'est pas quelque chose qui nécessairement va déclencher l'activation à long terme de cellules T tueuses et donc le déclenchement d'une réponse plus large. Deuxième cas de figure, j'ai ma cellule tumorale qui présente l'antigène à mon TCD8, mon testotoxique, mais il n'en peut plus. Il n'en peut plus de sa vie, ça fait trop longtemps qu'elle lui présente l'antigène, là il en a marre, donc il est épuisé. Il exprime des marqueurs d'épuisement, et il y a les molécules capables d'appuyer sur le frein, là, qui sont présentes dans la tumeur. Là, c'est génial, puisque maintenant on dispose d'anticorps qui sont anti-frein. Soit je bloque ici, anti-PD-L1 en l'occurrence, soit je bloque ici, anti-PD1, comme je bloque cette interaction, mon T, il ne se sent plus, il se réactive et il est efficace. Ça, c'est super, mais là, il faut quand même que c'était soit dans la tumeur et soit capable de la reconnaître, et ça nécessite donc que là, on ait bien les molécules de présentation et les antigènes, sinon lymphocyte T, il ne peut pas marcher. Et donc, on arrive à mon troisième cas de figure. Cette tumeur, alors elle ne peut plus présenter l'antigène, c'est une qu'on a vue tout à l'heure. Comment je peux... Alors, elle a bien mon CD20, hein, mais bon, celui-là, c'est pas ça que je voudrais faire, je voudrais activer des T. Et c'est là que les gens ont eu l'idée de faire des anticorps bispécifiques. Alors, c'est là que l'anglais nous sert. Ça s'appelle BITE en anglais, donc je ne vous le ferai pas en français, mais c'est pour Bispecific T-Cell Engager. Donc ces anticorps bispécifiques, d'un côté, ils reconnaissent cette molécule qui est, depuis le début, je vous présente le récepteur des T, je dis qu'ils sont très variables. Toute cette partie-là où il y a les couleurs qui changent, elle est variable. Et puis il y a une partie qui est constante, qui donne le signal d'activation au T, qu'on appelle la molécule CD3. Et ces anticorps, ils reconnaissent d'un côté la tumeur, de l'autre, ils reconnaissent le T, et ils vont les rapprocher. Même s'ils ne se reconnaissent pas, ils s'en moquent. Ils disent maintenant, vous vous faites un bisou quand même, ça suffit, là, les conflits de cours d'école. Ils les rapprochent, et donc, par ce biais, on est capable d'activer des lymphocytes T qui n'étaient pourtant pas capables de reconnaître la tumeur normalement. Et ces anticorps bispécifiques, c'est vraiment une révolution actuellement en immunothérapie, puisque là, je peux activer des lymphocytes T qui ne sont pas spécifiques et qui ne reconnaissent pas la tumeur par les mécanismes classiques de reconnaissance. Par contre, ça nécessite quand même qu'il y ait des lymphocytes T dans la tumeur, même si ce n'est pas les bons, il faut quand même qu'il y en ait. Alors, pour être clair, ces deux stratégies-là, c'est vraiment des médicaments, il y a des marchés, je ne vais pas donner les noms bien sûr, mais c'est des médicaments qui sont accessibles dans plein de tumeurs.
Les anticorps bispécifiques, on en est encore au stade des essais cliniques, mais des essais très très avancés. On est sur des essais qu'on appelle d'enregistrement, ça veut dire que c'est la dernière étape avant la mise sur le marché de ces stratégies thérapeutiques. Et donc, comment est-ce qu'on arrive de tout ça à nos cellules tueuses, notre immunothérapie adoptive, les cellules médicaments? L'idée, en fait, elle est très très ancienne. C'est même la première chose quasiment qu'on a imaginé de faire en immunothérapie. Le concept, il est simple. Finalement, je sais qu'il y a une immunité contre les tumeurs. J'ai qu'à l'utiliser. Je vais prendre ces cellules T, je vais les faire se multiplier dans une... Alors, c'est pas vraiment une boîte, hein, on utilise quand même des choses fermées, bien sûr, on n'est pas dans la paillasse avec sa petite boîte. Et puis, je vais les réinjecter à mon patient pour qu'ils aillent détruire sa tumeur, puisqu'il y en a dans la tumeur. J'ai qu'à les rebooster un peu in vitro. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait est très ancien. Et ça date des années, donc enfin très ancien, pas exagérément, enfin, c'est quand même relativement ancien, ça date des années 90, donc j'étais jeune, donc c'est l'année dernière quasiment. Et donc l'idée c'est de dire, je prends la tumeur du patient, dedans on sait qu'on a donc un gros tas de cellules cancéreuses, mais aussi des cellules T, qu'on appelle les TIL, Tumor Infiltrating Lymphocytes, les T infiltrant la tumeur, on les fait multiplier et hop, on les réinjecte. Alors ça peut marcher, mais ça ne marche pas si bien que ça. Et je pense que maintenant, vous savez pourquoi ça ne marche pas si bien que ça. C'était, à votre avis, qui sont dans la tumeur, est-ce qu'ils sont très bien? Est-ce qu'ils marchent bien? À votre avis? Bah non, s'ils marchaient bien, on n'aurait pas de tumeur. Donc en fait, on prend dans la tumeur des choses qui sont par essence déjà molles, là, et on en marre de la vie. C'est peut-être pas ceux-là avec lesquels on veut travailler. L'idée, c'est donc de dire, prenons des cellules dans le sang. Dans le sang, les cellules ne sont pas au contact avec la tumeur, donc elles ne sont pas épuisées. Par contre, celles qui sont dans le sang, par définition, elles sont spécifiques du virus de la grippe, du coronavirus, tout ce qu'on veut, mais elles ne sont pas spécialement spécifiques de la tumeur, sinon elles seraient dans la tumeur en train d'agir. Donc l'idée, c'est de prendre ces cellules du sang et de les rendre artificiellement spécifiques de la tumeur. Donc de les adresser, de les forcer à aller dans la tumeur. Et ça, c'est les deux stratégies qui figurent là. La première qui a été faite, parce qu'en fait, on connaissait bien les lymphocytes T depuis longtemps, ça a été de dire, je vais mettre dedans le récepteur de reconnaissance, dont on parle depuis le début, ce fameux TCR, je vais en prendre un qui reconnaît la tumeur, je vais la forcer à aller dans les T, et hop, je vais réinjecter. Ça, c'est ce qu'on appelle les T avec un TCR transgénique, ils expriment cette molécule TCR. Ça peut avoir des efficacités. Le problème, c'est que si ma cellule tumorale, elle n'a plus la capacité à présenter son antigène, cela, même si je mets la bonne molécule de reconnaissance, la bonne clé, la serrure, elle n'est plus là, donc ils ne vont pas se reconnaître. Et l'autre stratégie qui a été révolutionnaire, et c'est celle dont on va continuer de parler pour la suite, c'est celle des CAR-T-cells. Alors, les CAR-T-cells, c'est une révolution. Alors, je ne vends pas d'iPhone, mais ça, c'est vraiment une révolution. On l'appelle CAR-T, ça fait classe, mais en fait, T, c'est T, c'est CAR-T. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Mais comme il y a pour d'autres mots, comme je vous l'ai dit, les bytes, on préfère garder les CAR-T, ça fait aussi mode. Donc les cellules CAR-T, ce sont donc des cellules T, c'est ça le terme T, les lymphocytes T qu'on voit depuis le début, dans lesquelles on a mis un CAR. Et CAR, c'est pour récepteur chimère à l'antigène, ou chimeric antigen receptor en anglais. Donc finalement, ce sont des lymphocytes T qu'on a modifiés. Pourquoi j'ai mis cette photo? Parce que le médecin qui a fait le premier des essais cliniques utilisant ces CAR-T-cells, c'est ce monsieur qui s'appelle Carl June de l'Université de Pennsylvanie. Et il a traité en 2012 deux malades, deux enfants en l'occurrence, qui avaient leucémie aiguë, dont la fameuse Emily Whitehead, qui depuis, donc ça c'est Emily Whitehead avant les CAR-T, et ça c'est Emily Whitehead un peu après les CAR-T. Objectivement, elle va beaucoup mieux, vous remarquerez qu'elle a le même chien. Et elle parcourt maintenant les États-Unis, elle a créé une fondation, etc., comme souvent dans les pays anglo-saxons. Mais enfin, c'était miraculeux, une petite fille avec une leucémie aiguë, résistante à tout, qui allait mourir. Et donc, bien sûr, les deux premiers patients traités, c'est des patients qui n'avaient aucune autre alternative thérapeutique. Et à ces deux patients, il a administré des CAR-T, et l'un d'entre eux a survécu, parce qu'à l'époque, on maîtrisait moins bien les effets secondaires, donc je vais reparler un petit peu. Elle a survécu, et surtout, elle a été guérie. Et vous voyez que c'est tellement fulgurant
ce procédé, qu'entre 2012, les 2 premiers patients, un papier dans une grande revue, mais 2 malades, le premier agrément comme médicament par la FDA, c'est les agences réglementaires américaines, c'est 2017, et la première autorisation de mise sur le marché en France, c'est-à-dire qu'on peut le prescrire à des patients, c'est 2018. Donc c'est quand même hyper rapide. Et c'est hyper rapide tout simplement parce que ça marche extraordinairement bien. Donc comment ça marche? Donc on a notre patient qui a sa tumeur, qu'on voit ici, et donc on lui prend dans le sang, ça vous avez compris, des lymphocytes T. Ces lymphocytes T du sang, ils n'ont pas épuisé, ils sont super contents, mais par contre ils ne sont pas spécifiques. On l'a bien dit depuis le début. Ils sont spécifiques peut-être du virus de la grippe ou de la chose qu'on a faite avant. Moi j'aimerais bien que lui, il reconnaisse cette cellule. Du coup, je vais fabriquer une arme, ce fameux CAR, récepteur chimère à l'antigène. Et pour ça, je vais prendre un bout d'un anticorps qui reconnaît la cible, et puis je vais prendre ces chaînes-là d'activation qui sont d'habitude dans le TCR, et je vais faire un truc complètement chimère qui n'existe pas dans la nature, qui est un récepteur qui comprend une partie qui ressemble à un anticorps et une partie qui ressemble à un TCR. Et ça, je vais le mettre dans mes lymphocytes T au cours d'une culture cellulaire par transfert de gènes, donc c'est de la thérapie cellulaire et génique, et j'ai à la fin des cellules T du malade qui ont toujours leur TCR, mais on s'en moque, on ne va pas s'en servir, et qui expriment ce CAR, qui vont donc être capables de reconnaître la cible et de la détruire. Donc en fait, le système, c'est juste d'adresser à la tumeur des cellules T non épuisées qui vont être capables de reconnaître spécifiquement la cible. Et pour le faire, en fait, je le réadministre à des patients. Il faut savoir que dans votre corps, en fait, c'est hyper bien fait, votre corps. Chaque cellule a sa place. C'est-à-dire que les lymphocytes T de votre corps, ils existent, ils consomment des aliments, ils consomment ce qu'on appelle nous des cytokines, des petites choses à manger. Et dans la vie normale, vous en avez qui utilisent tout ce que vous avez à leur donner à manger. Si là, je leur mettais directement ces cellules, elles n'auraient aucune place. Toute la place, elle est déjà prise. Et il n'y a plus de place dans le corps. Donc, avant de les administrer aux patients, c'est pour ça que vous avez peut-être vu ça sur des gens qui ont eu ce type de thérapeutique, on fait une chimiothérapie qui juste vise à libérer un peu de place pour que les cellules CAR qu'on administre puissent se multiplier et aller éradiquer la tumeur. Et donc, ce que ça veut dire, par contre, c'est que ce médicament, c'est bien un médicament, hein, quand vous le prescrivez, vous prescrivez un médicament, mais il est spécifique de chaque patient, puisque chaque fois, je vais prendre les lymphocytes T de ce malade, je vais leur mettre dedans le CAR, ça c'est le même pour tout le monde, mais je vais produire un médicament qui est unique. Chaque patient a son propre médicament. Donc on le fabrique à la demande. Quand il y a un patient qui a une indication, on lui prend son sang part dans c'est comme une sorte d'usine, hein, enfin bon, c'est un laboratoire dans lequel on va mettre le CAR dans ces cellules T, les cellules reviennent à l'hôpital où le patient est pris en charge et elles lui sont réinjectées. Et ça veut dire aussi que c'est un médicament vivant. C'est-à-dire que cette cellule que je vais réinjecter, qu'est-ce qu'elle va faire? On l'a vu, hein, elle va trafiquer, elle va essayer de passer à travers les fibroblastes pour rejoindre la tumeur, elle va la reconnaître, elle va s'activer, se multiplier, la tuer. Elle va donner une mémoire immunologique, c'est une cellule immunitaire. Donc c'est un médicament vivant. Et aujourd'hui, il y a extrêmement peu de médicaments qui correspondent à ça. Là, ça a l'air très simple à fabriquer, c'est quand même pas si simple que ça. Hein. Et voilà, c'est vraiment une prouesse technologique. Alors aujourd'hui, je ne vais pas présenter trop de choses, mais aujourd'hui, il y a quand même des CAR-T qui sont déjà des médicaments. Donc, quand je dis un médicament, ça veut dire que si vous avez la maladie qui correspond, que vous avez les critères qui correspondent, le clinicien va prescrire CAR-T-cell. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs médicaments qui existent. Vous remarquerez, et ça c'est la limite aujourd'hui majeure de ces thérapeutiques, ils ciblent la même molécule. Et cette molécule CD19, elle est présente sur les lymphocytes B, donc on peut traiter des leucémies et des lymphomes. Mais on ne peut pas traiter un cancer du sein avec un CAR-T qui reconnaît CD19. Donc, les gens qui ont fait ça, je pense qu'il y a un concours mondial chez les industries pharmaceutiques qui produisent des CAR-T-cells. Ils doivent être passionnés de Scrabble ou je ne sais pas. Mais ils font des noms. Vous voyez, c'est ça le nom, quoi.
Donc, moi, je sais pas, je pense qu'il y a un concours. Alors, chaque fois, là, il a progressé. Il a mis un X+, il a mis un G, par exemple. Donc, voilà. Donc, bref, les noms sont très compliqués. Mais quoi qu'il en soit, il y a différentes molécules qui ont des petites subtilités que je ne vais pas du tout détailler ici, mais qui vont être capables de reconnaître les cellules B, donc les lymphomes et les leucémies. Et puis, il y en a un qui est très proche d'être sur le marché, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle une autorisation d'accès précoce. On peut le prescrire, mais ce n'est pas encore complètement un médicament, qui reconnaît une autre molécule qu'on appelle BCMA, et ça traite le myélome multiple, qui est un cancer, vous avez déjà entendu, qui se développe dans les os, qui touche les plasmocytes. Voilà, alors là, eux aussi, ils ont même mis en plus un VE. Voilà, donc, bon, peu importe. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus, je ne vous explique pas la recherche de demain ou de dans 10 ans. Ça, ce sont des molécules qui sont des médicaments ou quasiment des médicaments. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de recherche, mais voilà où on en est aujourd'hui. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Objectivement, ça marche. Les cellules qu'on injecte s'expandent chez le patient, se multiplient. Elles ont une efficacité, elles vont être capables de détruire les cellules cancéreuses. Alors, ça ne marche pas dans 100% des cas. En gros, on estime, bien sûr c'est variable et c'est des études globales, mais qu'à peu près 50% des gens, entre 40 et 50%, vont être mis dans ce qu'on imagine être une guérison, même si aujourd'hui, vous voyez que le recul est un peu court pour conclure complètement là-dessus, mais enfin, en tout cas, une rémission très, 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 très prolongée. Malheureusement, il existe toujours des patients qui ne vont pas répondre ou qui vont rechuter. Et il y a deux grands mécanismes, mais vous pourriez les détruire toutes seules parce que maintenant vous êtes devenus des pros de l'immunothérapie. Le premier, si ma tumeur, elle sélectionne un clone, une cellule tumorale qui n'a plus la molécule cible, là, c'est sûr, ça ne marche plus. Et puis le CAR-T, c'est un cellule T finalement. Au bout d'un moment, là, quand il va être stimulé plein de temps par ma cellule cancéreuse, lui aussi, il va se mettre à exprimer, il en a marre lui aussi, il va se mettre à exprimer ses marqueurs d'épuisement, là, de fatigue. Il va devenir mou du genou. Et donc, en fait, c'est ça les deux grands mécanismes qui se passent. Soit il ne peut plus reconnaître la cible parce qu'il n'y a plus la cible, il ne peut plus reconnaître la tumeur parce qu'il n'y a plus la cible, soit il se met à devenir épuisé par tout ce boulot et il est plus efficace. Est-ce que c'est toxique? C'est quelque chose dont on entend souvent parler. La réponse est oui. Alors, tous les médicaments peuvent avoir, dans certains cas, un certain niveau de toxicité. On ne va pas se mentir, un des médicaments les plus toxiques en France, qui attend le plus d'hospitalisation, c'est le paracétamol, que pourtant tout le monde prend largue à manu sans se poser de questions. Donc là, la toxicité, elle est bien sûr supérieure. Il y a 3 grandes toxicités. La première, quand là je vous montre ça, si ça marche très bien, non seulement j'aurai plus de lymphome, mais j'aurai plus jamais non plus de lymphocyte B normal, puisqu'ils expriment la même molécule. Alors ça, c'est pas très grave, on peut vivre sans lymphocyte B, je vous rassure, c'est pas un souci. La deuxième, c'est d'autres toxicités qui sont dues à l'efficacité du traitement. Quand je tue d'un coup des milliards de cellules, ces cellules, quand elles explosent, elles vont libérer tout leur contenu, et ça va faire une inflammation massive, et c'est ce qu'on appelle un syndrome de relargage de cytokines, qu'avait eu la petite Emily Whitehead. Enfin, au début, là, c'était la première, donc ils ne savaient pas trop comment le gérer. Maintenant, c'est quelque chose qu'on gère très bien. Mais c'est pour ça aussi que ces traitements se font dans des hôpitaux où il y a un environnement, il y a une réanimation à côté s'il faut réanimer la personne, il y a toute une infrastructure autour. Et il peut y avoir des toxicités neurologiques qui sont régressives, on s'en sort, mais qui peuvent être très spectaculaires. La première patiente qu'on avait traitée à Rennes, 3 jours après, elle ne pouvait plus écrire son prénom. Voilà. 15 jours après, elle pouvait écrire son prénom, elle était guérie, donc finalement, ce n'était pas très grave. Mais voilà, on peut avoir des toxicités assez graves pour des raisons que je ne vais pas expliquer dans le détail. Mais ce que ça veut dire, c'est que premièrement, ces toxicités, elles sont de mieux en mieux prises en charge. Emily Whitehead, elle a failli mourir des toxicités du traitement. Maintenant, c'est globalement plus le cas. Deuxièmement, on le fait dans des centres experts, où les gens ils ont l'habitude de faire ce type de stratégie. Et troisièmement, on ne va pas traiter tous les patients qui ont un lymphome. Ces thérapeutiques, elles sont lourdes, donc on va traiter des patients qui ont une maladie grave, mais qui sont capables, il y a des critères, de supporter ce type de traitement. C'est pour ça qu'il y a des indications de ce type de traitement. Mais en France, on a un système merveilleux. Si vous relevez de ces indications, vous serez traité. Il faut quand même savoir que le coût du médicament, c'est 320 000 €. Mais il n'y a pas de... On a un système qui prend en charge le traitement chez tout le monde. Quel est l'avenir? On arrive au bout. La première chose, je vous ai dit que finalement, tous les médicaments qui sont disponibles aujourd'hui, ils ciblent la même molécule.
l'avenir, c'est d'avoir d'autres molécules qu'on peut cibler pour pouvoir traiter le cancer du pancréas, le cancer du foie, le cancer du sein, etc. Le deuxième enjeu, c'est d'améliorer la façon dont ces cellules vont s'amplifier et persister in vivo. Et pour ça, il y a plein de travail sur comment on fait la culture, est-ce qu'on change un peu le quart, tout ça, il y a beaucoup de champs de recherche. La troisième chose, c'est de faire ce qu'on a vu, c'est essayer de lutter contre les effets inhibiteurs de la niche tumorale et tous ces freins là, qui empêchent le CAR d'être efficace. Et essayer d'activer aussi les effecteurs locaux. Alors là, il y a un truc génial, quand même, qu'il faut voir, c'est que finalement, les CAR-T, c'est aussi un super camion qui peut aller dans la tumeur. Finalement, j'ai une cellule que j'ai modifiée pour la faire aller dans la tumeur. Je peux très bien lui faire emmener en même temps quelque chose qui m'intéresse. Par exemple, quelque chose qui va lever les freins, ou un facteur qui va activer les autres T, ou activer les cellules NK. C'est ce qu'on appelle le concept de micropharmacie. Donc nous, on a été les premiers à montrer ça dans les lymphomes, mais maintenant c'est très très développé. On peut se servir des CAR-T pour amener dans la tumeur, spécifiquement là. Vous savez que beaucoup de traitements, si je donne de façon globale, ils vont être toxiques parce que ça va agir partout. Là, je vais dans la tumeur et quand je la reconnais, pouf, en plus, je libère quelque chose qui va être antitumoral. Et puis la dernière chose, mais ça je crois qu'on en a bien parlé, on a encore un gros problème. S'il y a vraiment les barrières fermées, même mon CAR-T ne pourra pas rentrer. Donc là, il y a beaucoup de travaux dans ce domaine. Voilà en gros les principales pistes de recherche à venir. Et donc l'objectif demain, c'est pas de traiter que des leucémies et des lymphomes, c'est de traiter des tumeurs solides. Message à retenir. Interrogation après. Les tumeurs sont reconnues par le système immunitaire. Ça, je pense que, sauf si vous avez dormi tout le long, vous avez compris. Et elles peuvent être détruites par ce système immunitaire. Ça marche, c'est efficace, on en a des éléments concrets. Mais c'est complexe et c'est dynamique. Donc, ça évolue dans le temps. Voilà. Deuxièmement, la compréhension des mécanismes d'échappement qu'on a vus a ouvert la voie à de nouvelles immunothérapies. Troisièmement, les CAR-T constituent un formidable espoir. On n'en est plus dans le rêve, on est vraiment dans le médicament. Mais leur utilisation, finalement, elle reste encore très limitée. Aujourd'hui, en France, c'est quelques centaines de patients par an qui peuvent en bénéficier. Pas du tout, clairement, pour des raisons de coût, mais pour des raisons d'indication. Voilà, il n'y a pas les CAR-T pour toutes les tumeurs. Cet espoir n'est pas unique, et il y a une place pour d'autres approches, seules ou en association. On a parlé des BiTE, mais on peut faire des CAR-T avec des molécules qui lèvent les freins. Tout ça, ce n'est pas des choses qui sont exclusives. Et tous les travaux qui sont faits ces 20 dernières années aboutissent aujourd'hui à un panel de stratégies originales et vraiment très prometteurs. Pour conclure, s'il y en a parmi vous qui, par hasard, par erreur, vous n'avez pas noté sur leur agenda, n'ont pas encore été à l'exposition fantastique sur les cancers de la Cité des Sciences, je vous y invite. Et par ailleurs, demain et les 3 prochains jours, il y a une exposition géniale qui s'appelle Les Magnifiques, qui est juste là devant, organisée sous l'égide de la Fondation Arc, et dans lesquelles il y a ça. Ça, c'est les 50 ans de prix de la Fondation Arc qui sont attribués à des chercheurs de très haut niveau. Et vous allez découvrir ces chercheurs dans la vraie vie, parce que c'est aussi des gens qui sont des hommes, des femmes, qui sont sympas, qui sont drôles, qui sont motivés, qui sont dynamiques. Et notamment, parmi les gens qui sont interviewés, il y a Michel Sadelin, qui est l'un des premiers qui a fait, qui en continue d'en faire, des CAR-T-cells. Donc, il est l'un des papes de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Je vous invite donc à y aller. Et pour moi, c'est tout. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Oui, bonjour, j'avais une question sur les cellules fibroblastiques. Oui. Vous avez dit que pouvait y avoir une barrière, mais c'est quel mécanisme? Comment... Alors, la barrière là, dont j'ai parlé, c'est essentiellement de la production de ce qu'on appelle de la matrice extracellulaire, donc par exemple comme le collagène ou des molécules proches du collagène, qui vont être produites par ces cellules et qui du coup, en fait, il y en a toujours du collagène, mais là c'est des collagènes modifiés, parce que c'est dans un contexte tumoral. D'ailleurs, ces fibroblastes dans les tumeurs, on les appelle les CAF, cancer associated fibroblastes, les fibroblastes associés au cancer, et ils vont produire des fibres de matrice qui vont former des barrières. Alors en fait, ils produisent aussi des facteurs solubles, ils produisent beaucoup de molécules immunosuppressives, et dans l'exposition au cancer,
Il y a Fatima Meshtar-Gregoriou qui explique ça dans un petit panneau. Merci beaucoup. Bonsoir, j'ai bien aimé votre présentation. Merci. Du coup, j'ai deux petites questions, un peu comme ça. Oh, mais Étant, allez-y. oui, étant donné que les carticères, Oui. c'est comme, bon, c'est un anti, bon, on a mis l'écart et c'est un antigène, bon, c'est un produit du non-soi. Donc, est-ce qu'ils peuvent être reconnus par les autres cellules immunitaires et du coup être détruites? Alors, c'est pas une toute petite question, hein, ce que vous dites. C'est une très bonne question. Clairement, on a beaucoup... Alors, chaque partie du CAR, toutes les parties à l'intérieur, c'est des molécules qui existent, parce que c'est un bout de la molécule CD3, un bout d'autres molécules. Donc ça, quelque part, ça pose pas trop de problème. La partie qui est la seule partie qui est très différente, c'est la fraction de l'anticorps. Aujourd'hui, on sait produire avant, on produisait des anticorps dans la souris, hein. Donc là, c'était hyper immunogène. Mais maintenant, on produit des anticorps qui sont de plus en plus humanisés, et donc c'est des fragments qui sont produits en fait au départ à partir de cellules c'est très proche d'un anticorps humain. Donc en fait, il y a, à part la toute petite boue qui est spécifique du CD19, tout le reste c'est une séquence qui est humaine. Donc en fait, on n'a pas de problème de reconnaissance du non-soi, mais ça a été des enjeux majeurs. Et pour rebondir sur votre question, qui est une excellente question, aujourd'hui, l'un des enjeux dans les CAR-T dont j'ai pas parlé, puisque là c'est un médicament, un patient. Donc forcément, il y a des coûts, c'est compliqué, il faut les produire, etc. L'un des enjeux, c'est de faire des CAR-T universels, c'est d'essayer d'avoir ce qu'on appelle off-the-shelf sur la paillasse. Il faut que je me repousse, pardon, hop, le monsieur me fait des grands signes. Sur la paillasse, d'avoir des cellules CAR-T toutes prêtes. Mais pour avoir des CAR-T universels, il faut qu'ils ne soient pas reconnus par le système immunitaire de tout le monde. Donc là, il y a beaucoup d'étapes avant d'enlever tout ce qui serait potentiellement immunogène. Donc cette question, elle existe tout à fait. Extrêmement pertinente question, one point, mais elle va se poser beaucoup plus sur ce type-là de stratégie. Mais du coup, si par exemple on enlève ces facteurs qui pourraient être reconnus, est-ce que du coup la cellule pourrait être vraiment fonctionnelle du coup? Oui, parce que là, on crée quelque chose qui est totalement artificiel, hein. Donc en fait, on n'est plus du tout dans un système classique. Donc normalement, ça ne serait pas fonctionnel. Mais là, comme on met de façon artificielle tout ce dont elle a besoin dans cette molécule unique, c'est ça en fait le concept, eh bien, elle n'a plus besoin de beaucoup d'autres molécules dont elle a besoin d'habitude. Et du coup, ma deuxième question, c'est il y a des cancers du coup qui Oui. sont guéris, mais qui Oui. reviennent une autre fois. Est-ce que du coup, ces CAR-T-cells, ils auraient comme une mémoire? Alors, la mémoire, elle y existe en théorie. Et c'était un peu l'idée quand même, hein. En réalité, la persistance, elle n'est pas si importante que ça. On a une persistance, alors qui est beaucoup plus longue que si j'administrais une molécule de chimiothérapie, bien sûr, hein. La persistance, elle est quand même sur des semaines, voire des mois. Mais probablement qu'elle n'est pas... Ces cellules, on les a quand même manipulées dans une boîte. Et quand on fait ça, c'est pas tout à fait la même chose, c'est même très différent de quand ces cellules elles deviennent cellules mémoire par le système classique de la réponse immunitaire. Et ce qu'on voit au final, c'est que la persistance, elle n'est pas si longue. Et par contre, le fait qu'il n'y ait pas une persistance, c'est clairement un facteur qui va améliorer la survie des patients. Donc actuellement, il y a beaucoup de travaux sur comment, au cours de cette phase indispensable de culture et de modification, on peut jouer sur le métabolisme, sur l'épigénétique, enfin plein de facteurs pour essayer de maintenir ce pool de cellules qui va vraiment devenir mémoire et persister. Okay, merci. Je vous en prie. J'ai plusieurs petites questions. Je ne sais Oui. pas si elles seront pertinentes. Certainement que oui. On peut avoir plusieurs personnes qui ont des points, hein. Non, bon, Je rigole. ouais. On n'utilise pas des cellules souches induites pour fabriquer des lymphocytes adaptés. Alors, ce n'est pas du tout une question idiote. Donc oui, hein, il y a beaucoup de travaux sur les CAR-T dérivés, notamment d'IPS, donc d'Induced Pluripotent Stem Cells. Ça, il y a beaucoup de travaux en ce sens actuellement. Ça pose également, notamment dans cette perspective d'avoir des CAR-T universels. Après, si on ne les modifie pas, on a le même problème, hein. C'est-à-dire que quand même, on se met à exprimer des molécules qui vont être reconnues. Parce qu'on n'utilise pas l'IPS elle-même, on va utiliser le CAR-T qui en dérive. Donc il y a beaucoup de travaux à faire pour rendre ces CAR-T qui dérivent d'IPS non vus par le système immunitaire. Mais effectivement, l'une des pistes qui est clairement travaillée aujourd'hui, on sait comment transformer des cellules IPS en lymphocytes T, il y a des procédures pour ça, et c'est donc de pouvoir dériver, parce que du coup on en a des quantités énormes, ce type de CAR-T universel à partir de ce type de cellules.
La deuxième question, c'est à propos des perturbateurs endocriniens. Est-ce que c'est parce qu'ils s'attaquent au système immunitaire ou qui provoquent les cancers? Alors ça, moi, les perturbateurs endocriniens, c'est pas ma spécialité du tout. Donc ça, je pourrais pas vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup, par exemple, moi sur le cancer sur lequel je travaille, les lymphomes, il y a un lien, c'est un des cancers professionnels, hein, donc ça c'est bien connu, il y a un lien entre lymphome et pesticides. Là, par exemple, le mécanisme, il est clair. On connaît que, on sait chez les agriculteurs que la cellule précancéreuse, elle se développe, elle s'expand lorsqu'il y a une exposition. Donc il y a des choses comme ça sur lesquelles il y a quand même des éléments factuels très forts. Sur les perturbateurs endocriniens, moi en tout cas je ne suis pas spécialiste, mais je ne pense pas avoir vu passer de mécanismes qui seraient très moléculaires aujourd'hui ou très précis par rapport à ça. Mais je ne suis pas spécialiste de cette question. J'ai une troisième petite question. Peut-être que ce sera comme la seconde. Il y a des organismes qui sont résistants au cancer. Je pense aux tardigrades ou des bactéries extrémophiles comme radiodurans. Est-ce que c'est parce qu'ils ont un système immunitaire plus efficace ou il y a d'autres... Alors, il y a quelque chose là-dessus à l'exposition au cancer. Alors, les bactéries, elles n'ont pas de système immunitaire, hein. Les bactéries, c'est un organisme unicellulaire, donc là, il n'y a aucune notion de système immunitaire. C'est plus vraiment des questions génétiques par rapport au génome, à l'organisation du génome. Donc là, il n'y a aucun impact du système immunitaire, hein. Ça, c'est clair. Le système immunitaire les plus développés, c'est les nôtres, hein. C'est-à-dire qu'au cours de l'évolution, alors c'est pas le nôtre que l'homme, hein, mais sur les mammifères, mais en fait, plus on avance dans l'évolution, plus on a un système immunitaire complexe. Donc en fait, nous, aujourd'hui, on a sans doute l'un des systèmes immunitaires les plus développés en termes de capacité de réponse, notamment au cours de l'évolution, seulement apparaissent les lymphocytes T, les lymphocytes B. Donc ces questions de résistance, je ne pense pas qu'elles soient massivement dues à des problématiques de système immunitaire, jusqu'à ce qu'on en décrive, hein, mais voilà, on est plus sur des caractéristiques génétiques, et pour les bactéries, c'est encore plus clair, une bactérie, il n'y a pas de système immunitaire dans une bactérie. Bon. Ah, il y a une dame là. Bonsoir. Toute petite question, j'ai peu de connaissances dans le domaine. Mais vous avez dit que le système immunitaire inné peut tuer une tumeur. Est-ce que dans ce cas-là, l'apoptose tombe dans ce système? Parce que les cellules qui sont mal, qui sont plus normales, elles sont tuées par l'organisme, mais je crois que c'est seulement une. Ça aussi, je voulais le savoir. Est-ce que l'apoptose peut intervenir pour un clot de cellules ou est-ce que c'est toujours une seule cellule? Alors, par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que j'ai montré dans l'immunité innée, les macrophages, eux, ils tuent par phagocytose. Donc, eux, ils vont vraiment englober et tuer dans le macrophage. Les cellules NK, clairement, ça déclenche de l'apoptose. Donc là, il y a une destruction de la cible par des mécanismes apoptotiques. Donc oui, il y a bien de l'apoptose dans la destruction par l'immunité innée. En réalité, ce n'est pas une cellule, hein. Les cellules, notamment quand on a des réponses aux anticorps, la même cellule NK, elle va pouvoir faire plusieurs hits. C'est aussi le cas pour les lymphocytes T, hein. Il ne fait pas une fois et il meurt, c'est pas comme les abeilles. En fait, elles peuvent tuer, c'est des multi-hits, elles peuvent tuer plusieurs cellules tumorales. Et d'ailleurs, heureusement, parce que quand on injecte des lymphocytes T, des CAR-T, quand les patients ils ont des masses tumorales, ce sont même quand ils n'ont pas des grosses masses, on ne sait pas au moment où ils ont des grosses masses qu'on le fait, mais en fait, chaque petite masse tumorale, c'est des milliards et des milliards de cellules. Donc, bien évidemment, ces cellules, elles vont s'amplifier, n'empêche qu'il faut espérer qu'il peut y avoir plusieurs hits. D'autant plus qu'il y a souvent besoin de plusieurs cellules pour tuer une cellule cancéreuse. Donc, il peut y avoir plusieurs cellules qui en tuent une, mais qui vont ensuite en tuer une autre, etc. Voilà. Merci. Ah, il y a encore le monsieur. Désolé. Du coup, plus par rapport à mon travail, tout ça, c'est du coup, vous avez dit que ça ne serait pas que les cellules T, par exemple, qui pourraient lutter contre
le cancer, il faut d'autres cellules. Par exemple, il y a des autres cellules qui expriment des TCR, étant donné les NKT ou les MATE, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire déjà aussi il y a déjà des travaux comme ça de CAR NKT Oui. ou CAR MATE. Oui. Est-ce que du coup, par exemple, une stratégie de faire en commun, quoi, faire une stratégie de CAR-T ou CAR NKT et CAR MATE en même temps, ça serait même mieux que, par exemple, une cible comme ça uniquement CAR-T? Alors, la limite de ça, c'est si vous avez le même CAR, en fait, voilà, ça serait intéressant sans doute d'avoir plusieurs CAR. Aujourd'hui, ce qui se fait, il y a des travaux sur CAR-NK déjà, tout simplement. Il y a des travaux sur CAR-MATE, sur CAR-NKT. Donc ça, il y a vraiment des travaux. Pourquoi les gens sont partis des lymphocytes T? Bon, d'abord parce que c'était connu les lymphocytes T, aussi parce que les lymphocytes T, c'est des cellules qu'on sait très bien faire se multiplier en très grande quantité in vitro. C'est des cellules qui s'amplifient hyper facilement. Ce qui est moins le cas quand même, c'est moins facile, je ne dis pas que ce n'est pas faisable, hein, mais je dis que c'est moins facile, vous le savez si vous travaillez dessus, sur ce type de cellules-là. Voilà, donc il y a aussi un côté très pratique pour traiter un patient, il faut quand même beaucoup de cellules CAR-T, hein, et là il y a un côté facile, c'est cellules aussi qui se transduisent très bien par les vecteurs viraux, enfin bref, il y a beaucoup de côtés pratiques. Un, c'est des cellules cytotoxiques, mais deux, elles sont très accessibles à la modification et à l'amplification. Merci. Bonsoir. Quelles sont les pistes actuelles par rapport aux tumeurs solides? Alors, il y a pas mal de pistes. Le problème des tumeurs solides, enfin, il y a beaucoup de problèmes, mais l'un des problèmes qu'on a, c'est que souvent, on n'a pas d'antigène tumoral au sens d'une molécule de membrane qui serait spécifique de la tumeur. Et en plus, il faut que cet antigène, s'il est spécifique, il soit présent sur toutes les cellules. Un exemple, par exemple, qui est travaillé actuellement dans le glioblastome, on sait que dans le glioblastome, il y a une forme particulière du récepteur EGF qui est présent que sur les cellules cancéreuses. Par contre, il est présent sur 20% des cellules cancéreuses. Donc là, par exemple, on est bien content de tuer 20% des cellules, mais ça ne sert à rien en réalité. Par contre, il y a aussi du récepteur à l'EGF, mais ça, du récepteur à l'EGF, il y en a partout. Donc si je fais des CAR-T contre ça, je vais avoir une toxicité massive en dehors de mon gliome. Donc par exemple là, on peut faire des systèmes à double hit, où on va avoir des CAR-T contre EGFR variant 3 qui vont aller dans la tumeur, reconnaître que la tumeur, s'activer et produire quelque chose qui peut même être un anticorps bispécifique, il y a des travaux en ce sens, pour aller éradiquer les autres cellules, mais localement et pas de façon systémique. Donc aujourd'hui, dans les tumeurs solides, il y a beaucoup de systèmes à double entrée, soit avec, il faut deux choses pour l'activer, soit on est activé, si on a l'autre signal, ça inhibe, enfin pour essayer, parce que le gros problème, c'est la reconnaissance. Donc en fait, on est clairement sur des systèmes plus complexes de reconnaissance. Ensuite, l'autre question, c'est comment on rentre dans la tumeur. Ça, c'est quand même une question majeure. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi sur la façon de faire produire par le CAR-T, soit de la collagénase, c'est vraiment un gros truc, mais des enzymes qui vont être capables de casser cette matrice extracellulaire ou de la remodeler pour permettre la transition. Donc vraiment, l'idée dans les tumeurs solides, hein, c'est d'utiliser les CAR-T pas seulement pour leur effet je tue directement par reconnaissance, mais aussi comme véhicule de molécules complémentaires et d'avoir des systèmes de reconnaissance multiples. Voilà. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir pourquoi certains cancers ils sont silencieux. Enfin, ils évoluent et sans faire de symptômes. Alors ça, c'est une question qui est vaste. Ça peut être plusieurs paramètres. Moi, typiquement, le cancer sur lequel je travaille le plus, qui est le lymphome folliculaire, c'est un cancer qu'on dit indolent. C'est-à-dire qu'en fait, on estime que quand on diagnostique ce cancer, ça fait peut-être probablement plus de 20 ans que les gens ont des cellules cancéreuses ou précancéreuses, puis cancéreuses, etc. Alors les raisons pour lesquelles ça se passe, il y en a plusieurs. D'abord, il y a des tumeurs où il va y avoir plus ou moins des mutations qui vont s'accumuler vite. Des tumeurs qui sont très proliférantes, d'autres moins proliférantes. Et souvent, les tumeurs très proliférantes, elles évoluent plus vite. Parfois, elles sont aussi plus sensibles à la chimiothérapie d'ailleurs, que les tumeurs qui prolifèrent peu. Et puis ensuite, il y a tout ce système immunitaire. Plus une tumeur, elle est ce qu'on dit immunogène, c'est-à-dire plus elle est reconnue par le système immunitaire, plus elle va être contrôlée pendant un temps long, qui va être celui pendant lequel on va faire émerger progressivement. D'abord, elle n'a plus bien l'antigène qui était bien reconnu. Puis après, elle n'a plus les molécules de présentation. Mais là, il y a d'autres cellules qui peuvent jouer. Puis après, elle ne répond plus non plus à ces autres cellules. Et donc, petit à petit, on va sélectionner une tumeur qui finit par échapper totalement au système. Donc, il y a vraiment une combinatoire de facteurs génétiques
et de facteurs du micro-environnement de la tumeur qui concourent à ça. Et on a des tumeurs effectivement qui sont en hématologie, entre une leucémie aiguë, où on a des gens qui font un bilan sanguin, ils n'ont rien, parfois c'est hallucinant, une semaine après, ils vont avoir 200 000 blancs dans le sang qui sont tumoraux, ou un lymphome folliculaire qui est une cellule B aussi, c'est le même type de cellule à un autre moment de sa vie, et là on va avoir 20 ans avant d'avoir des signes cliniques. On est vraiment aux deux extrêmes, et ça, il y a clairement des facteurs génétiques. C'est pas les mêmes, elles ne prolifèrent pas de la même façon, c'est pas le même type d'altération génétique au départ. Si votre altération génétique, par exemple, comme dans le lymphome, c'est l'altération qui fait survivre les cellules, elle survit, elle prolifère peu. Ça, c'est une tumeur qui va être indolente. Si l'altération génétique de départ, c'est une altération qui agit sur la prolifération, la cellule va proliférer très vite et donc elle va donner plus vite des signes cliniques. Puis après, dans les tumeurs solides, ça dépend aussi où elle est. C'est-à-dire qu'une des tumeurs profondes, souvent on s'en rend compte plus tard, tout simplement parce que les gens n'ont pas de manifestation de ça. Quand vous avez un gros ganglion qui pousse, vous dites « Ouh là là, j'ai un gros ganglion », vous allez voir le médecin. Quand vous avez une tumeur qui touche le foie, le rein, avant qu'elle soit symptomatique, souvent c'est tard, et ces cancers-là, on les teste tard parce qu'il faut longtemps avant qu'on ait des symptômes dus à la croissance de cette masse. Et comme on ne va pas tous les jours faire une radio, un IRM ou un PET scan, en fait, il peut se passer très longtemps avant que cette tumeur, en grossissant, finisse par comprimer quelque chose. Donc là, vous avez mal, et là, vous allez aller consulter. Mais finalement, cette tumeur, elle est déjà grosse. Voilà. La tumeur, c'est très rarement, à part les leucémies aiguës, des phénomènes fulgurants. Et c'est souvent tard, malheureusement, qu'on va consulter. Il en a marre, le monsieur. Allô, merci. Pour répondre à ce que vous venez de dire, donc du coup, est-ce que parce qu'en France on a la sécurité sociale et tout, et donc on prend en charge les gens qui sont atteints du cancer, mais est-ce que peut-être est-ce que ce serait pas plus économique de faire davantage de prévention, donc faire plus régulièrement un dépistage par rapport au foie, au rein, ce que vous dites des scanners, etc., à partir d'un certain âge? Alors, le scanner, c'est un examen qui est très coûteux, et les scanners sont saturés, donc ça, je ne sais pas. Par contre, la prévention, ce que vous dites, le dépistage, c'est évident que c'est là-dessus qu'il faut investir. Et paradoxalement, en France, on n'est pas très bon. Et paradoxalement, c'est sans doute aussi parce qu'on prendrait bien en charge les patients. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, on a investi massivement sur le soin, et on le prend en charge. Et finalement, les gens, ils se sentent moins concernés que dans des pays. Vous êtes aux États-Unis, vous allez avoir un cancer, votre mutuelle va commencer à vous dire qu'elle ne veut plus vous rembourser, et si vous ne pouvez pas payer, vous n'allez pas avoir de traitement. Donc vous avez hyper attention à faire tous vos suivis de toutes les choses que vous devez faire. La prévention, c'est central. Il y a quand même déjà tout un tas de choses où on fait des préventions. Enfin, je pense à des choses très simples, la mammographie, le suivi du cancer colorectal, toutes ces choses-là, il faut absolument les faire. Après, imaginez que le scanner, qui ne sont pas non plus des examens neutres, parce que vous-même, on ne va pas vous faire des scanners sans arrêt, ce n'est pas quelque chose qui est neutre d'un point de vue médical, ça ne paraît pas très adapté. Mais la prévention sur des choses simples, tout le monde reçoit à partir d'un certain âge, effectivement c'est 50 ans, ça dépend selon les cancers, il faut absolument le faire. Et ça, aujourd'hui en France, c'est sans doute là la piste d'économie, puisqu'on n'a pas du tout envie, bien sûr, d'économiser sur le traitement une fois qu'on a un cancer, mais prévenir, c'est effectivement libérer quelque part de l'argent pour d'autres choses. La prévention actuelle, pour l'instant, j'ai l'impression que ça se limite au dépistage du cancer colorectal. Du sein. Et du sein, c'est tout. En fait, c'est quand même... Bon, c'est pas tout à fait tout, parce qu'après, il y a des gens à partir d'un certain âge où on va... les gens d'un certain âge, on les suit quand même pour la prostate plus... Enfin, il y a tout un tas de... Pardon ? Oui, les frottis aussi, oui, bien sûr. Donc, non, je pense qu'il y a... Sur les cancers où c'est quelque chose de relativement standardisé et simple, je pense que c'est fait. Après, il faut aussi que les gens le fassent, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'ils aillent. Aujourd'hui, il y a encore énormément de gens qui reçoivent le petit papier pour aller faire la mammographie et qui juste n'y vont pas. Donc là, il y a déjà tout un gap à faire. Et après, il y a des tumeurs qui sont très difficiles. Le cancer du pancréas, on n'a aucun outil pour le diagnostiquer précocement. Et quand on diagnostique, c'est très tard. Donc là, juste, on n'a pas. Mais grâce... vos projets de recherche, je suis sûre qu'on aura bientôt des outils. Mais voilà, donc je pense qu'il y a aussi la question de l'outil. Un outil de dépistage de masse, c'est un outil facile,
qui est facile à interpréter en termes de résultats. S'il faut 10 000 mecs derrière des machines, c'est plus possible. Et ça, c'est déjà quelque chose sur lequel il faut absolument travailler. Et puis il y a toute la question de l'inégalité d'accès aux soins, etc., qui sont moi, n'est pas du tout ma spécialité, mais qui sont vraiment des thématiques majeures de travail. Le problème, c'est qu'il n'y a pas... D'abord, il y a peu d'heures. Dans les prises de sang, on peut détecter quelque chose qu'on cherche. Ça veut dire qu'on va chercher un cancer. Par exemple, il y a de l'ADN, on sait qu'il y a de l'ADN tumoral qui circule. Nous, on le suit, par exemple, dans les lymphomes, c'est clairement la méthode de suivi de la maladie. Mais ça veut dire qu'on va savoir, dans la tumeur de départ, il y a les altérations génétiques 1, 2, 3. Et ben, dans le sang du patient, je vais suivre avec une méthode très sensible si j'arrive à détecter ces altérations. Et quand je les détecte, ça veut dire que le patient il est en train de rechuter. Donc si je sais ce que je cherche dans le sang, je peux le chercher. Mais je ne peux pas dire je vais chercher un cancer. C'est ça la difficulté. C'est que si je cherche un suivi, si je cherche quelque chose que je veux prédire la rechute ou des choses comme ça, ou même des cancers à des stades précoces, on peut le faire, mais on ne peut pas dire je vais chercher tous les cancers chez tout le monde au hasard. Ça, on n'a pas d'outil pour ça. Ça viendra peut-être, hein, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Merci infiniment pour votre participation et puis je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci.